Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Demande d'extradition de Mirland Libérus Paver produite par la justice haïtienne dans le cadre de l'instruction du dossier de l'assassinat de Jean-Léopold Dominique et son employé Jean-Claude Louissin. L'un des avocats de l'ancien cadre de la Fondation Aristide, Mario Joseph, crie au scandale et qualifie les démarches du juge Lamar Bélisère de persécution politique dans ce contexte électoral où le pouvoir tête calée veut affaiblir le parti de Jean-Bertrand Aristide. Maître Mario Joseph a toutefois fait savoir que Mirland Libérus Paver serait prêt à répondre aux questions de la justice haïtienne à condition que les procédures tracées à cet effet soient respectées. Nous-mêmes, nous dit, nous avons répété, nous pas fui la justice. Mais nous toujours dit tout. La justice haïtienne, les formalistes, nous toujours dit tout. Procédure, c'est femmes. Et bien, tout autant, juge Lama pas de conformer. Alors, je comprends pour qui ça, oui. Il entre dans le système illégalement et il prend pour le faire arbitraire. Autant de fois, il n'a pas respecté les femmes, il n'a pas respecté la loi, et bien, nous-mêmes, nous sommes toujours dans la bataille. Mirland Libérus, tant que je me dis pour le président Aristide, il n'a pas fui la justice. Le président Aristide a devant le juge Vikel. Lorsque les femmes n'ont respecté, lorsque les procédures respectées. Je ne dis pas même qui est avocat, bon, je ne sais pas. Vous faites procédure dans le cas de Ah, bien sûr, c'est ça, dans tous les cas. Dans tous les cas. Non, écoutez, il faut dire qui est calé. Est-ce que c'est Dominique? Je pour nous. Si c'est Paul Denis, je pour nous. Si c'est Auriel, je pour nous. Dis-moi qui est ou même. Je ne sais pas qui est même. Jean-Dominique. Jean-Dominique, attendez. Et dans le coup d'appel, c'est trois juges qui gagnent. Là, on fait appel d'une ordonnance. Eh bien, pas de choix. C'est trois juges qui ont des dossiers. Il arrive, par exemple, dans le cas du Valier, et gagner juge durée, trois juges ont dit qu'ils sont d'accord pour continuer l'enquête là. Ils ont une mission. Les juges durée remettent rapport, ils dessaisissent. Ça veut dire que le juge Vikel dessaisit depuis l'elle te remettre rapport là. Depuis les juges remettent rapport là, ils dessaisit. Étant donné Mirland Libérus récusé coup d'appel par le président, parce qu'il y a 5 coups d'appel. Il y a envoyé le caille, nous ne pas dire le caille, nous ne pas dire envoyer le port de paix et Gonaïve, nous ne pas dire côté où vous êtes voyé. Donc, à ce moment-là, non pas question de passer temps, mais c'est la loi qui dit, et la loi qui donne nous possibilité. Ça veut dire pour nous éviter tout juge corrompu, tout juge qui prend dicté dans mes pouvoirs tant que juge là-bas. Il y a une possibilité pour nous récuser, pour nous parler devant. Et tout juge tout qui a un problème, inimitié avec nous tout. Pour tout le monde connaît, ils ont mis des juges là-bas, c'est pour persécuter et adversaires politiques venant ça. Maître André Michel, Maître Newton, la Valasse. Une rencontre est prévue ce vendredi entre le gouvernement haïtien et les entités politiques habilitées à prendre part aux prochaines élections en vue de sensibiliser les partis politiques à se regrouper en plateforme. Des acteurs de la classe politique ne se font pas attendre pour se prononcer sur cette démarche. Ces derniers voient d'un bon œil cette initiative, mais ils évoquent toutefois certaines difficultés pouvant empêcher à ce que cette démarche donne les résultats escomptés. Suivons Jose Ulysse du parti politique Ensemble Nous Fort. L'idée pour regrouper partis politiques, mais c'est bon prérogative que personne n'a pour demander gens pour entrer dans le regroupement de manière forcée. Au cap viennent des partis, des regroupements qui sont des gens qui sont habitués à travailler ensemble dans la politique, qui ont des facilités politiques à travailler ensemble. Mais par contre, quel côté la loi permet ou bien exiger que vous oubliez rentrer dans une plateforme de nos regroupements. Normalement, il y a un problème. Et le problème ça existe tout autant que c'est pas le conseil électoral provisoire bien, a plus un problème ça. Il faut qu'il y ait un conseil électoral qui est permanent. Et les mêmes qui commencent à dire pour inscrire pour une élection, mais minimum pour faire pendant 4 ans. Mais nombre d'assemblées générales pour gagner, mais nombre de réunions pour gagner, mais nombre de visites pour faire la caillou. Mais tout le temps c'est à la va-vite, dans le bouillon pressé minimum faire ou a plus le même problème ça. C'est normal, la loi dit qu'il condition pour gagner un parti politique, des pour remplir conditions pas droit. La loi dit, mais quand on va dans l'élection, les bourrons ne vont pas aller. Mais quand on arrive au côté, il commence à dépasser. C'est normal pour une formule pour faire. Mais j'espère qu'il y a une belle discussion ça demain. Et que nous-mêmes nous ouverts à toute discussion. Mais nous connaissons que par une pièce côté,
dans la Constitution qui a une obligation pour entrer dans le regroupement ni dans la plateforme. Est-ce que nous ouverts pour nous chuter avec d'autres structures politiques pour nous capables de faire avec eux? Nous ouverts pour chuter avec tout le monde dans la mesure que l'intérêt par nous pas plaisir. Parce que nous avons un qui intéresse nous en pile, c'est que l'on fait 4 mois pour que mon parti en vie. Et puis demain matin, il y a 2-3 nègres qui paraissent, ils ont pile comme dans main. Et puis monter des groupements politiques. À marcher dans tout en deux, offrir candidat comme parce que c'est eux qui ont une grosse plateforme, automatiquement, pour pas aider la démocratie. Moi, je pense que le problème plateforme, je vais faire c'est un problème. N'importe qui n'est capable de matin, il y a un cob, et puis pour n'importe deux partis politiques, et puis pour nous, il va chercher un candidat. Qui interroge nous-mêmes qui avons 4 ans, on va marcher en dehors, on va péditer, on va boumer pour monter une structure, et puis un seul coup, 2-3 plateformes monter, ramasser tout le monde. Et puis, vous avez des candidats, ou pas un gros moyen dans la main, on est pas de souvenir ensemble avec ma 3 000 $, ma 5 000 $. Ma paye tout le pour automatiquement ou bien un pile candidat chavier aller dans de gros plateformes. Je ne suis pas pour la plateforme, mais je pense que normalement, si on n'a pas de renforcer la démocratie, ce n'est pas le meilleur moyen pour nous renforcer. Le Conseil national des télécommunications Conatel a procédé ce jeudi à la signature d'une convention de partenariat avec la Faculté des sciences humaines. Cette convention a pour objectif de renforcer la capacité des radiodiffusions en Haïti et de mettre des données scientifiques à la disposition des médias afin de les aider à se développer. Jean-Marie Guillaume, directeur général du Conatel, a fait savoir que la signature de la dite convention avec la FACH rentre dans la ligne droite des accords signés avec le rectorat de l'UEH. Il demande la coopération des médias pour faciliter l'implémentation du projet. Jean-Marie Guillaume. Donc nous pensons que secteur radiodiffusion et secteur télévision, secteur média, sont secteurs qui ont besoin que gagne ou l'organisation qui fait. Nous pensons que ce secteur qui a besoin que gagne des lois strictes et qui régit sans pour autant nous pas impacter l'aspect démocratique, aspect opinion, libre d'opinion qui gagne dans le secteur. Intention, ce n'est pas du tout pour fermer bouche moun, ce n'est pas ça intention, mais cependant, fait que l'institution secteur média fonctionner selon des normes établies. Et nous pensons que qui plus bonne institution qui gagne aujourd'hui pour faire des recommandations à partir d'études et sur le terrain, à partir d'expérience, à partir de rapprochement dans l'aspect social paysan, eh bien nous pensons que par une institution qui est mieux placée que la faculté des sciences humaines. Et je pense que la plan avantage, non seulement pour Conatel, pour lui arriver à comprendre exactement ça que besoin fait dans le secteur. Et nous sommes capables de prendre une institution privée qui vous fait recherche, mais nous pensons que l'heure pour l'institution publique utiliser l'université en tout pour entreprendre des recherches. Il y a un avantage tout pour l'université, pour la faculté des sciences humaines, parce que ça justement permet que non seulement ils viennent développer plus d'expérience dans le domaine, mais ils viennent ou l'autre source de rentrée ou l'autre source de revenus. Nous pensons que nous-mêmes, qui sommes institutions publiques, il y a des projets, si l'on n'a pas entreprendre nous, si l'on n'a pas entreprendre projet, ça, nous sommes capables d'adresser la faculté, à l'université, et bien nous pensons que c'est ça comme Américain toujours win-win. De côté Conatel n'a gagné, de côté Paris n'a gagné. Et nous pensons tout que des recommandations de secteur universitaire là, eh bien nous pensons que recommandations ça il y a beaucoup moins conflictuel et même directeur média a accepté recommandations universitaires beaucoup plus que recommandations que une institution privée t'a fait Conatel. Fermeture de certaines radios communautaires. Le directeur général du Conatel, Jean-Marie Guillaume, a fait le point autour de ce dossier. Selon Jean-Marie Guillaume, cette décision est conforme à la loi, vu que l'ensemble de ces médias communautaires ne répondent pas aux exigences de la loi. Jean-Marie Guillaume en profite pour annoncer au grand public que toutes les dispositions ont été déjà prises pour favoriser la transformation de la TNH en une télévision numérique à partir du mois de juin et invite les propriétaires des autres télévisions à se mettre en règle en vue de favoriser la matérialisation du projet.
Jean-Marie Guillaume, au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Avant de régulariser, il faut fermer. Pour station qui fonctionne, qui n'est pas régularisée, il faut fermer. Parce qu'on en a pas entré dans question de loi. C'est ça la loi a dit. D'ailleurs, pour un équipement radio, il faut qu'on ait une licence. Il faut qu'on ait un permis pour un équipement radio. Donc, la première question proposée, c'est que comment l'équipement sera rentré. L'équipement est vraiment rentré de manière illégale. Donc, je ne vais pas supposer rentrer sans que par un permis. Donc, c'est ça qui fait que nous sommes obligés de fermer. Et la loi permet que nous fassions. Nous avons avancé en pile. Et évidemment, nous parlons de retard à cause de problèmes politiques que le Premier ministre changé, le ministre changé, parce qu'on connaît qu'il faut travailler avec la commission interministérielle. Donc, une fois qu'on vient gagner un changement de gouvernement, et bien, le gouvernement vient obligé qu'on a là redémarrer avec eux pour expliquer au projet. Même capable de dire qu'en juin, par exemple, hier, nous avons une réunion avec TNH et c'est pas la première station qui a digitalisé. Et nous travaillons sérieusement avec TNH pour au moins en juin, TNH a lancé le message là côté que eux-mêmes ont digitalisé. Donc nous travaillons sur le projet et digitaliser ou numériser sur lui. Donc nous travaillons sérieusement. Nous sommes obligés qu'on a la réadapter plan feuille de route que nous avons obligé de réadapter en fonction de la réalité. Mais je suis capable de dire que le dossier a fait et a suivi votre lit. Et bonne nouvelle, c'est que TNH lui-même est déjà organisé pour qu'on ait là d'ici le mois de juin, il est capable de commencer à émettre en digital. L'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens a présenté ce jeudi le résultat d'une enquête réalisée sur le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, a dénoncé les chiffres avancés par le gouvernement dans le cadre du programme. Le responsable de l'UPEP, Léo Lutolu, dénonce de nombreux cas de corruption relevés dans le programme. Il précise que les départements du Nord-Est, de l'Ouest et de la Grand'Anse sont les plus touchés par le scandale. Suivons Léo Lutolu au micro de Franz Pierre-Louis. Il y a des députés qui ont 300 timoun dans le programme. Il y a des députés influents dans la commission d'éducation, c'est dans la chambre des députés qui ont 2000 timoun. Ça, plus grave, quantité de timoun, ils disaient timoun vaudouisants qui ne pas jamais à l'école. Et c'est la première fois que j'entends petites vaudouisants pas à l'école. Pour l'année 2011-2012, le gouvernement dit qu'il y a 1 500 000 timouns dans le programme. Pourtant, pour l'année 2011-2012, il y a 664 233 élèves en tout, soit 522 233 dans l'école publique, 142 000 élèves dans l'école privée. 142 000 timoun seulement qui étaient dans le programme dans 2011-2012. Pour l'année 2012-2013, il y a 863 467 élèves en tout, soit 580 251 dans l'école publique, 283 216 pour privé. Le gouvernement a augmenté la quantité d'élèves dans le programme, les limiter là-dedans 175 000 élèves EPT qui l'a depuis 2007 bid à Banque mondiale financé à $90 américains par élève. Il y a plus passé 500 faux l'école dans le programme. C'est délégués départementaux, députés, sénateurs à proche pouvoir qui créent. Et l'école c'est dans le palais national, dans le primature, sous champ de masse, ou inventé non. Il y a des délégués départementaux qui, dans le pays, qui mettaient plus passé 11 000 faux élèves qui touchaient dans le programme. Dans l'actualité internationale, TV5 Monde est dans l'incapacité de reprendre ses programmes habituels. La chaîne a été victime d'une cyberattaque d'une ampleur inédite. Les antennes de TV5 Monde ont été perturbées ainsi que son site internet et les réseaux sociaux de TV5 Monde. Les pirates se réclament de l'État islamique. Les 11 chaînes qui diffusent des programmes en français dans le monde sont toutes interrompues. Un plateau de direct désert.
Ce midi, les programmes d'information de TV5 Monde n'ont toujours pas repris, symbole de cette attaque sans précédent pour une chaîne de télévision majeure. Écran noir, programmes interrompus, 22h hier soir, TV5 Monde vient d'être victime d'une cyberattaque. Les 11 chaînes qui diffusent des programmes en français dans le monde entier sont toutes plongées dans le noir. Quelques instants auparavant, ce sont d'abord les réseaux sociaux de la chaîne qui ont été détournés, puis son site internet. Les pirates se revendiquent du groupe État islamique, message de propagande, drapeau noir du djihad. Ils vont jusqu'à publier des informations sur certains soldats français engagés dans la lutte contre l'organisation terroriste. Pièces d'identité, carte vitale, CV. Aussitôt, les dirigeants de TV5 Monde organisent une cellule de crise, stupéfaits, disent-ils, de la vitesse et de la violence de l'attaque. En fait, ça a démarré sur les comptes Twitter de la chaîne, on l'a vécu en direct, ça a irradié sur Facebook, sur l'ensemble de nos comptes sociaux et au même moment, de façon synchrone, les antennes sont tombées. Un travail d'expert, une attaque sans doute préparée de longue date. Les pirates avaient peut-être même procédé à un test il y a quelques semaines. Nous avons subi une alerte il y a à peu près 15 jours. Nous avions prévu de faire un audit, mais malheureusement, l'incident est arrivé avant. Ce matin, un technicien nous fait pénétrer au cœur de cette attaque. Ce sont ces serveurs informatiques que les pirates ont fait sauter à distance. Donc là, les câbles qu'on a laissés débranchés, c'est le temps qu'on finisse de sécuriser complètement notre dispositif technique. Ce sont les câbles qui nous permettent d'administrer les machines et c'est sûrement par là que sont passés les pirates pour affecter la plateforme d'encodage. Après 3 heures d'interruption cette nuit, l'antenne a pu reprendre. Uniquement des programmes enregistrés, pas de direct, au grand désespoir des journalistes de la chaîne. Frustrant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est très très frustrant d'être au centre de l'actualité et de ne pas pouvoir la traiter, quoi. C'est vrai qu'on est privé un petit peu de notre outil de travail et donc forcément on est bâillonné et c'est vrai que c'est très énervant. Des policiers spécialisés ont d'ores et déjà entamé leur travail d'enquête. Ils devront dire si les pirates ont agi depuis la France ou depuis l'étranger et s'ils ont pu bénéficier de complicité en interne. En réaction, Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, sans passer par 4 chemins, parle d'opération terroriste et les autorités compétentes se proposent d'agir sans trêve ni pause. Nous sommes face à des terroristes déterminés et nous sommes déterminés à les combattre. Les moyens qu'ils mobilisent sont des moyens puissants qui nous obligent à nous adapter en permanence. Et c'est ce que nous faisons sans trêve ni pause. Et nous le faisons en nous dotant de la totalité des moyens dont nous avons besoin pour prévenir ce type d'attaque. Il faut savoir qu'au lendemain des attentats du mois de janvier, la plateforme Pharos a reçu un très grand nombre de signalements. Des attaques, des cyberattaques ont eu lieu et nous avons réussi, par les moyens techniques d'ores et déjà mobilisés par nos services, à les contrer et à réparer. Eh bien, nous sommes dans la même détermination. Les programmes habituels ne sont plus diffusés sur les antennes du groupe RFI depuis 3 semaines en raison d'une grève historique. Ce mot d'ordre de grève a été reconduit jusqu'à vendredi. Le syndicat de RFI désapprouve le plan d'économie de l'actuel directeur Mathieu Gallet qui a réalisé des dépenses énormes sans transparence. Toujours le même message depuis plus de 3 semaines sur les antennes du groupe Radio France. Les programmes habituels ne sont plus diffusés en raison d'une grève historiquement longue. Elle a été reconduite ce matin jusqu'à vendredi. Karina Chabour, merci d'être avec nous. Vous suivez pour nous ce dossier. Karina, en cause d'abord, le nœud du problème, c'est le plan d'économie de la direction, mais aussi finalement la figure du PDG de Radio France. Absolument, un Mathieu Gallet qui n'a pas su anticiper le conflit et qui a tardé à réagir et à présenter son fameux plan stratégique. Et puis il y a également eu un problème de timing avec ses révélations dans le Canard enchaîné portant sur le surcoût des travaux de rénovation de son bureau, plus de 200 000 €, ainsi que 1 200 000 € dépensés dans des cabinets de conseil sans mise en concurrence, et ce aussi bien dans ses fonctions actuelles que dans les précédentes à la tête de l'Institut national de l'INA. De quoi se forger une réputation de patron dispendieux, arrogant, enfermé dans sa tour d'ivoire selon les syndicats, des syndicats qui, vous le savez, contestent aujourd'hui sa légitimité. Ils ont fait voter une motion de défiance vendredi dernier. Et justement, ce qui ne passe pas, c'est qu'en parallèle, il y a ce fameux plan d'économie, un plan d'économie difficile à avaler pour les salariés. Absolument, puisqu'il
prévoit notamment la suppression de plus de 300 postes dans le cadre de départ volontaire, la suppression également des grandes ondes, mais pas la fusion des deux orchestres comme préconisé par la Cour des comptes. Alors l'objectif de tout cela évidemment c'est d'assainir les finances, de réduire ce déficit qui s'élève aujourd'hui à 21 millions d'euros et ça ne devrait pas aller en s'améliorant puisqu'on estime que la grève coûte en moyenne 1 million d'euros par semaine, sans parler de l'impact néfaste sur les audiences et sur l'image du groupe public. Et l'État, de son côté, assure la tutelle sur la radio publique et l'État apparaît pour le moment, pour le moins hésitant face à ce dossier. Cela fait plus de 3 semaines donc maintenant déjà. Absolument. À la fois, l'État oscille entre une attitude, en tout cas le fait d'afficher une certaine fermeté. On a entendu Manuel Valls ce matin dénoncer une situation intolérable. Pour la ministre de la Culture, Flore Pellerin, cette grève n'a fait que trop durer. Mais la position de l'État est en effet délicate, puisque l'exécutif ne veut surtout pas apparaître en première ligne dans une situation où il faudra prendre des décisions douloureuses, probablement des suppressions de postes, et puis d'autant plus que c'est l'État qui, vous le savez, a réduit fortement sa dotation publique à l'entreprise dès 2012 et qui parallèlement demande à cette entreprise de rétablir l'équilibre de ses comptes. Et puis enfin, cela offrirait un boulevard à l'opposition qui n'aura de cesse de dénoncer une indépendance des médias en trompe-l'œil, et ça tombe très mal puisque vous le savez, nous sommes à moins de 2 mois de la nomination du nouveau patron de France Télévisions par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, organe qui est chargé d'assurer l'indépendance des médias et qui est particulièrement mal à l'aise dans ce conflit. La situation se complique davantage au Yémen. C'est la 3e semaine de suite des affrontements armés. La coalition emmenée par l'Arabie Saoudite et les rebelles chiites ne veulent pas déposer les armes. Les membres de la société civile du Yémen, dont des femmes, dénoncent cette agression militaire qui rend la vie on ne peut plus difficile. Les missiles continuent de tomber sur la capitale yéménite. L'opération lancée par l'Arabie Saoudite contre les combattants houthis entre dans sa 3e semaine. Comme ici, les rues de Sanaa ont été désertées. Ces quelques civils viennent constater les démolitions à quelques encablures de leur immeuble. Plus loin, dans un autre quartier, ces femmes manifestent, elles, leur soutien aux rebelles houthis. Elles réclament la fin des frappes aériennes. Nous sommes là pour dire non au bombardement. Cette opération n'est pas juste. Toutes ces femmes réunies ici condamnent ces attaques. Tous les Yéménites qui aiment leur pays rejettent cette agression. Mais tout le monde ne soutient pas ces voix de l'opposition. Ces manifestations n'auront aucune conséquence. Au contraire, elles donnent encore plus confiance à ceux qui sont à l'origine de ce conflit. Ici, dans la province de Saada, contrôlée par les rebelles houthis, les destructions s'étendent à perte de vue. Cette vidéo diffusée par les miliciens chiites montre la destruction de cette usine alimentant la région en gaz. Les combats se poursuivent aussi aux abords d'Aden, au sud du pays. Les milices chiites tentent de s'emparer de la 2e ville du pays, dernier bastion des forces gouvernementales loyales au président yéménite. Selon Médecins sans frontières et la Croix-Rouge, les premières livraisons d'aide internationale sont arrivées par bateau mercredi dans le port du sud du pays. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.